soyons un peu plus solennels. Isabelle, présente. Audrey. Ça fait un peu Miss France. Oui, c'est ça. Oui, je peux faire la reine Elisabeth aussi. Très, on sent qu'il y a de la pratique et de l'entraînement. Vous avez créé la Fabrique à Bonheur, c'est ce qui nous a réunis. Et j'en suis hyper contente parce que je suis les petites perles. C'est-à-dire, dès que je vois le mot bonheur, je saute dessus et je saute les gens qui sont derrière le mot. Et donc, je viens vous demander, tout d'abord, la question immense. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Oh Étymologiquement. Pour vous. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Le bonheur, c'est pas un c'est pas une grosse montagne ou quelque chose de monolithique, c'est plein de petits instants qui, mis bout à bout, finissent par faire vraiment beaucoup. Donc des petites saveurs, des petits instants de grâce de la vie, quoi. Des choses qui peuvent paraître insignifiantes mais qui peuvent avoir du sens pour chacun. Donc pour moi, le bonheur, c'est ces petites douceurs, comme des petits macarons qu'on trouve sur le chemin, quoi. Peut-être c'est bizarre, t'as une inspiration étrange, elle vient d'où ? Parce qu'on est en train de manger des macarons, donc forcément. C'est pour ça qu'on a appelé la Fabrique à Bonheur avec un S, et on y tient, parce que ça serait bien trop prétentieux de vouloir dire qu'on fabrique le bonheur, mais on fabrique plein de petits bonheurs, et ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment toute cette somme de petites choses, comme disait Isabelle, qui peuvent paraître insignifiantes et qui, mises bout à bout, font peut-être pas forcément le bonheur, mais peuvent nous rendre heureux à certains moments de notre vie. Et puis c'est à la fin de notre vie qu'on pourra dire que finalement, grosso modo, il y a eu des moments de galère, et puis il y a eu plein de petits bonheurs, mais encore petits. Donc en fait, parce que tu fais quand même une différence entre les petits bonheurs et le bonheur, hein, que t'as pas vraiment défini, mais tu veux dire que quand on sera sur le point de mourir, c'est là qu'on reconnaîtra ou qu'on pourra juger de si on a été heureux ou pas ? La majeure partie du temps, finalement. Je pense que quand on y est à l'instant présent, ça serait trop prétentieux et trop flippant même. Et je pense que c'est ça qui rend les gens malheureux, c'est d'avoir comme objectif le bonheur suprême avec le grand B. C'est trop gros, quoi. C'est trop gros, donc on est forcément déçu, donc on est trop frustré après, et c'est ce qui rend malheureux. Alors que si dans l'instant présent, on récolte des petites perles, comme tu disais, je récolte les petites perles, et puis derrière, je vais voir qui se cache derrière, c'est la même chose. On prend plein de petites perles, et puis peut-être qu'à la fin, déjà on aura profité dans l'instant présent, et puis à la fin, on pourra peut-être se dire, voilà, finalement, sur toute ma vie, ça a été plutôt chouette. La balance penche plutôt du côté positif. Moi, je suis plutôt sur la vie aussi, que c'est pas à la fin, parce que la fin, on ne sait pas quand elle va arriver. C'est de se dire que régulièrement, on peut vraiment se poser la question, je sais pas, est-ce que c'est une fois par an, est-ce que c'est tous les 15 jours, chacun décide de son rythme, en disant, mais là, est-ce que je suis heureux ? Et on peut faire ce point-là régulièrement, et voir ce qu'il y a dans la balance. Est-ce qu'il y a plus de petits bonheurs ou est-ce qu'il y a plus de petites merdouilles ? Et donc quand on regarde les deux, on sent que ça commence à pencher d'un côté qui est plutôt sympathique. Du coup, vous avez créé la Fabrique à Bonheur avec DS à la fin. C'est quoi la Fabrique à Bonheur ? Dans la Fabrique à Bonheur, dans l'idée de la Fabrique à Bonheur, donc il y a les bonheurs avec les petits S, donc c'est ce qu'on vient de dire. Il y a le mot fabrique, et c'est l'idée qui est derrière, c'est de dire que le bonheur ou les petits bonheurs, ça se construit, ça se fabrique, c'est pas juste quelque chose comme ça où on y pense, où on aimerait juste de la velléité. Ça nous tombe dessus. Tout le monde aimerait être heureux, ou alors quand ça nous tombe dessus, t'as trop de la chance. Et puis en revanche, quand on a des problèmes, c'est oh là là, c'est vraiment pas de bol, mais peut-être c'était écrit, ou alors il y a la malédiction. Ou ça ne pouvait pas durer. Oui, c'est ça. Et ça ne pouvait pas durer. Et toujours cette croyance-là très populaire, et de dire que si on profite trop, mais ça c'est purement judéo-chrétien. Faut se cacher en fait. Si on profite trop,
c'est pas bon parce qu'il va nous tomber dessus, quelque chose derrière vraiment qui va être mauvais, parce que comme s'il fallait payer en fait pour être que le bonheur avait un prix. Non, le bonheur ça n'a pas de prix et c'est une question de responsabilité individuelle et collective. Et pourquoi les deux? Parce que d'abord individuel, parce qu'on peut se le fabriquer au jour le jour sur des toutes petites choses et nous on insiste vraiment là-dessus. Et ça peut devenir collectif parce que c'est contagieux. Quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui est positif, déjà pour lui il va créer des nouvelles connexions dans son cerveau qui va lui faire percevoir la vie de manière plus positive. Donc après il va être à l'affût. Dès qu'il va avoir quelque chose de positif, il va le prendre pour lui. Et c'est cette somme-là d'individualité qui va créer plus de bonheur au collectif, dans le collectif. Il y a eu toute une période où on était vraiment sur le développement personnel, il fallait que chacun se sente bien, etc. C'était super égocentré. Parce que si je me sens bien tout seul, bah c'est chiant. Il n'y a rien d'intéressant dans se sentir bien tout seul. Donc il y a quand même cette dimension-là, ce que souligne Audrey, de dire qu'on est des êtres sociaux, on vit en société, on aurait toutes les raisons du monde de s'engueuler avec son voisin, etc. Et on choisit autre chose. Donc dans l'histoire de la fabrique à bonheur et de cette histoire de fabriquer, il y a aussi une position qui n'est pas la position des ravis de la crèche, etc., mais qui est vraiment quelque chose de construit où on fait un choix radical de dire on pourrait voir le bonheur comme quelque chose de facile. Alors moi je trouve que c'est quelque chose de difficile, c'est-à-dire qu'il faut avoir du courage pour choisir le côté lumineux de la force et pas le côté obscur de la force. Donc voilà, alors après je ne sais pas si tu as question sur qu'est-ce que c'est que la fabrique à bonheur. Non, on va aller sur plus la fabrique ou sur qu'est-ce qu'on y fait dans cette fabrique-là, c'est ce que j'avais... Tu anticipes mes questions, mais comment fais-tu? Et avant de parler de ce qu'on y fait, donc là c'est sur un plan, donc on donne la définition sur un plan plus philosophique de nos valeurs et de cette philosophie-là, mais la fabrique à bonheur elle est venue quand même d'un constat très concret, pratico-pratique, basique, qui est notre expérience déjà professionnelle de psy, donc on est toutes les deux psychologues. Psy. Oui, alors arrêtez la caméra, regardez, parce qu'à partir de maintenant, d'ici, on va être capable d'analyser ce qui se passe dans le cerveau. Non, à travers l'écran. Non, blague à part, c'est quelque chose d'incarné et de vécu. Donc on est psy toutes les deux, on exerce toutes les deux en cabinet libéral. On est maman aussi, donc Isabelle a 3 grands-enfants, moi j'en ai 4. T'en as plein. J'ai plein d'enfants parce que... Partout dans le monde. Non, je ne crois pas, moi je suis sûre des miens. Non, mais voilà, on est des mamans aussi, mais le constat il est parti quand même du cabinet où on en a un petit peu marre quand même. De voir des gens, et je parlerai pas de souffrance, il y a la souffrance, mais c'est de voir des adultes, des enfants et des parents qui sont dans leur rôle, voilà, dans leur rôle de parents, qui sont de plus en plus stressés, qui sont de plus en plus angoissés, qui voient les choses de manière très négative, qui font des projections sur l'avenir, sur le futur, leur futur et le futur de leurs enfants, donc ils font poser aussi une pression sur les enfants de manière complètement inconsciente, parce que nous ce qu'on voit, on voit que des parents bienveillants en général, hein, et qui aiment leurs enfants, et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de se dire qu'aujourd'hui on est dans une société, donc on est confronté tous les jours dans notre cabinet à des gens qui sont à ce point-là anxieux, inquiets, qui ne voient même plus, qui sont perdus dans leurs problèmes, dans des relations familiales compliquées, dans des problèmes de communication, des problèmes à l'école, des problèmes au travail, enfin il n'y a que du problème. Donc nous voilà, nous on est au front avec les problèmes, et puis on s'est dit que quand même, donc ça fait une dizaine d'années qu'on est installé, on a vu qu'on leur faisait du bien quand même. Alors c'est pas que nous, c'est qu'on a été des vecteurs à un moment donné et des aides pour justement leur ouvrir peut-être une autre voie et une autre vision des choses, et tenter d'autres choses, et tenter justement la voie des petits bonheurs. Mais pourquoi pas continuer en tant que libéral et créer la fabrique à bonheur alors? Puisque si vous les aidez depuis 10 ans, c'est quoi la relation duel là, donc on agit sur... Alors que la fabrique à bonheur c'est beaucoup plus ouvert, vous voulez dire. Alors c'est quoi concrètement la fabrique à bonheur? Concrètement, qu'est-ce que vous faites? La fabrique à bonheur, c'est des petits ateliers pour les parents, justement ces parents-là qu'on voit et qui doutent d'eux-mêmes alors qu'ils ont des compétences, c'est quand même ceux qui connaissent leurs enfants depuis la première heure, j'allais dire. Donc pour leur redonner confiance et puis renouer des liens
leur passer des outils et renouer des liens avec leur enfant pour pouvoir avoir une jolie relation. Et quand on a une belle relation, on a envie de cheminer, on aide son enfant à s'épanouir, etc. Et on sent qu'on a ses ressources en soi. Et c'est ça, c'est les accompagner, sous forme d'ateliers, de conférences, de formations, à trouver des outils qui vont s'approprier. C'est pas la recette en 9 points, la recette miracle. Voilà, on a tout compris, on vérifie. C'est pas ça, ça serait trop simple. Mais de leur redonner une capacité de penser leur rôle, mais pas du côté anxieux. En disant, mais attendez, posez-vous, prenez du recul, éteignez le journal de 20 heures un petit peu, et puis reprenez de la distance par rapport aux choses. Parce qu'à la première seconde où ils ont vu leur enfant, ils ne se sont pas dit « Oh, purée, il ne va pas faire HEC, ben non, c'est pas ça. Ils y croyaient à fond. C'est-à-dire que ce bébé-là qui est arrivé, il était porteur de tous les possibles. De tout ce qui pouvait être le plus beau sur Terre. Et eux étaient pleins d'amour, etc. Donc il faut qu'ils continuent à y croire et à entretenir cette chose-là. Par exemple, est-ce qu'il y a un constat de choses qui bloquent les parents, de choses qui... c'est quoi les premiers verrous à faire sauter ? En atelier, vous allez travailler sur quoi concrètement ? Alors, on peut travailler aussi bien sur tout ce qui est lié aux apprentissages et à la scolarité à l'école, parce que c'est quand même un des principaux problèmes source de pétage de plomb, voilà, et d'inquiétude des parents. C'est-à-dire parce qu'il y a un système de pression descendante qui pèse sur les parents et qui reporte sur leurs enfants, de la vie est dure, 3 millions de chômeurs, la précarité de l'emploi, et donc ils sont déjà en train de se projeter sur l'avenir de leur enfant dès qu'il est tout petit, et à se dire il va falloir qu'il travaille bien à l'école, il faut avoir des bonnes notes. On est dans un système en plus d'évaluation. Ce qui complique un petit peu les... Ce serait possible de sortir du système d'évaluation ? Ça paraît tellement important de savoir si on a un A ou un D. C'est culturel, mais il y a quand même une possibilité de sortir de ça. Il y a des tas de personnes qui travaillent là-dessus et qui y réfléchissent. Il y a notre ministre qui a soumis l'idée également de dire imaginons autre chose. Ça fait déjà longtemps qu'on essaie d'imaginer autre chose, mais ce système d'évaluation... il est descendant, c'est-à-dire que ces parents-là qui mettent une pression sur leur enfant sur l'évaluation, eux-mêmes subissent dans leur entreprise un système d'évaluation et une pression qui est descendante. Et après on regarde la télé et on regarde des systèmes d'évaluation qui éjectent des gens des téléréalités ou pas. Exactement, c'est pour ça que nous... C'est le même système en fait. On agit sur les parents en tant que parents et puis on va les amener à penser à eux dans le travail et à eux dans la société. Donc on va aider les parents, on va aider les parents qui sont des parents salariés, donc on va aider les salariés et on va proposer des formations qui ne sont pas que orientées sur la relation familiale mais qui peuvent aussi être des relations de travail. Mais c'est ça qui est étonnant aussi dans la vie, c'est que souvent on pense que le problème est quelque part, c'est comme on a un problème avec les reins, ou dans tout, et en fin de compte ce n'est que le miroir d'autres choses. Donc là on se focalise sur l'enfant qui a un problème alors que ça vient peut-être de la relation des parents entre eux, c'est ça qui est fou. C'est ce qu'on appelle l'enfant symptôme, la théorie de l'enfant symptôme, c'est que l'enfant va être le réceptacle finalement, parce qu'il est au bout de la chaîne lui, de toutes les angoisses, de toutes les projections des adultes, pas que de ses parents, mais des adultes, et en général, et de la société finalement, en général. Ça fait beaucoup pour un enfant, pour des petites épaules. Je me souviens d'un petit garçon qui disait, mais pourquoi on me demande de bien travailler à l'école pour avoir un bon travail, puisque mon papa, il fait que travailler, et même le week-end, quand il est à la maison, il s'enferme dans son bureau, il dit qu'il ne faut pas qu'on le dérange, et donc moi, ça ne me fait pas envie. Ouais. Et il avait raison. Je ne pouvais pas lui dire non, mais c'est chouette, tu vas voir le travail de ton papa qui n'arrête pas de travailler toute la semaine, c'est extra. Qui est certainement en burn-out ou pas loin, ou proche du il burn-out. a raison, c'est génial. D'accord. Si on ne change pas quelque chose, hop, il ne va rien se passer, quoi. Donc de modifier son angle de vue, de ralentir son rythme à un moment ou de se questionner. Donc voilà, cette fabrique à bonheur avec nos ateliers ou nos formations, elle est là pour remettre de la pensée sur changeons d'angle, un peu comme si voilà, on photographie toujours la tour Eiffel sous un angle et puis on va se mettre autre part et on va voir autre chose. Donc vous éduquez et les parents et les enfants et les à plus de joie, aussi. quoi. Et les enseignants.
Et les enseignants aussi. Oui, les enseignants, parce que nous, au cabinet, on reçoit des enseignants en individuel qui sont pas contents avec ce qui se passe, qui sont pas bien dans leur travail, qui eux-mêmes ressentent la pression et qui veulent tenter autre chose, mais qui se sentent un peu prisonniers. Donc les enseignants aussi, parce qu'ils sont à la base aussi de l'éducation des enfants, et que c'est un métier clé quand même. En fait, il y a eu plein de petites coïncidences qui m'ont amenée à vous. Et la première fois qu'on m'a parlé de vous, c'est Florence Servan-Schreiber qui m'a dit « Ah, il faut que tu rencontres !» J'ai oublié tous les noms de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Ils font du mind mapping avec les enfants. » C'est quoi alors c'est quoi ce mind mapping et qu'est-ce que vous faites concrètement Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 minutes ce qu'est le mind mapping ? En 2 minutes. Ah oui, même moins. 27 secondes. Eh bien, dans notre boîte à outils de la boîte à bonheur, on a différents outils, dont celui-ci. Le mind mapping, mind c'est l'esprit, mais on n'a pas de mot français qui soit satisfaisant. C'est le cerveau qui réfléchit. Le cerveau qui pense, le cerveau qui réfléchit. Mapping, c'est cartographier, donc c'est la cartographie de mon cerveau qui est en train de penser. D'accord. Et donc, cet outil-là, qui a été vraiment mis en œuvre, ça fait déjà un petit paquet d'années, dans les années 70, par quelqu'un qui s'appelle Tony Buzan, c'est un outil qui est écologique, économique, qui est doux et qui permet de mettre tout son corps dedans pour le penser. Et donc, c'est ce qu'on appelle un outil cerveau total. Donc, ça réconcilie les 2 hémisphères de notre cerveau. Oui, parce qu'on réfléchit et en même temps c'est visuel, c'est ça ? Ouais, et ça représente une arborescence. Et en fait, c'est on matérialise sur la feuille, ou si on utilise un logiciel, exactement ce qui se passe dans notre cerveau quand on réfléchit. C'est-à-dire que le cerveau n'empile pas les idées les unes au-dessus des autres. C'est une arborescence de pensée exponentielle. Donc en plus, qui laisse la part à une super belle créativité. Et donc c'est vrai que nous on utilise cet outil-là parce que quels que soient les sujets, ça permet de réfléchir de manière écologique, c'est-à-dire sans trop se casser la tête, de manière naturelle et avec plaisir. Et il y a encore cette notion de bonheur et de joie, la joie de réfléchir, le bonheur de trouver des idées, d'aller explorer des nouvelles idées, et ça réconcilie pas mal de gens, que ce soit des petits ou des grands, les petits avec l'apprentissage, mais les grands aussi avec penser leur travail, penser une problématique, parce que c'est doux et c'est ludique, c'est joyeux comme ça ouvre des portes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans, c'est ce que dit Audrey, la joie de se sentir penser. On n'est plus dans une idée et après je suis bloquée dans mon tunnel, j'en ai peut-être une deuxième, mais c'est laborieux. Alors que là, il y a comme une jubilation, une effervescence, quoi. Donc c'est cet outil-là qu'on utilise. Parmi tant d'autres. Et en fait, c'est la somme de ces outils-là où finalement, nous, on est très très empreintes toutes les deux des apports de la psychologie positive. Et en fait, on a, par notre expérience, il y a un moment donné où naturellement ça s'est fait, où on a créé quelque chose de composite comme ça, avec cette boîte à outils et cette démarche-là, qu'on a appelée la pédagogie positive, donc qui est en fait une transposition de la psychologie positive, et de voir tout ce qui favorise, qu'est-ce qui favorise l'apprentissage d'une manière générale, donc pas que l'apprentissage scolaire, même pour les adultes, et de dire voilà, comment on peut remettre son cerveau en marche, comment on peut aborder les choses différemment, sans que ça fasse souffrir, sans que ça soit rébarbatif, et d'aboutir à des solutions, je dirais quasiment jubilatoires finalement, et qui réconcilient aussi avec sa capacité à réfléchir, donc plus de confiance en soi, parce que finalement nous on est confrontés à quoi aujourd'hui ? On voit plein de personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, qui ont une toute petite confiance en eux-mêmes, qui ont perdu cette confiance-là, cette estime d'eux-mêmes, à être de bons parents, à être de bons ils doutent élèves, en fait, tout le monde doute. À être un bon conjoint, voilà, il y a beaucoup de doutes et beaucoup de peur. Et on s'est dit, non mais il y a un moment donné, stop quoi, ça peut être différent, et c'est vrai il y a des voies quoi, d'exploration. Voilà, il y a des pistes, et donc on a pris toutes les pistes qui nous semblaient être judicieuses et douces. Oui, encore une fois, il y a vraiment, on insiste là-dessus, mais parce que c'est la base quoi. Si on se fait pas du bien à nous-mêmes déjà, si on n'est pas doux avec nous-mêmes, qui va l'être quoi. Même si on a une grande foi en l'humanité, ça doit passer déjà par soi-même. Et moi, ce qui m'a, quand j'étais en terminale, donc finalement c'est un processus qui date d'il y a longtemps. Quand j'étais en terminale, j'ai découvert la maïeutique de Socrate. Ce Socrate.
Donc cette maïeutique qui est voilà, l'art d'accoucher les esprits par le questionnement et donc cette jubilation à poser des questions à l'autre mais à se poser des questions à soi-même et parfois à pas donner des réponses toutes faites. Et le problème il est bien là, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où finalement on pose des questions, il faudrait avoir tout de suite la réponse et la bonne si possible parce que sinon on est dans l'erreur, dans la faute même, dans l'échec et c'est pas bien. Donc ce qui fait flipper à tenter des choses, à essayer, à explorer et donc nous on a réintroduit, on a rapatrié aussi dans cette pédagogie positive toute cette maïeutique, tout ce questionnement qui est la source de toutes les richesses finalement parce qu'en se questionnant bien on trouve les bonnes questions, si on trouve les bonnes questions, les bonnes réponses. On risque d'aboutir aux bonnes réponses, pas sûr. Ah oui, pour pas retomber dans le même piège que... Mais en tout cas, on avance. Ouais. On avance. Je comprends. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut une interview jubilatoire. C'est le mot que j'ai retenu du truc. Oui, c'est voilà, la joie. La joie. Et merci, et je mettrai le lien vers le site dans l'article. Super. Merci à toi, Johanna.